Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session Lunch and Learn. Mon nom est Patrice Jacquier, je suis directeur d'Aremis Suisse et avec moi en direct de nos bureaux de Lausanne, Fabienne Lecanuet, qui est notre Business Development Manager, à qui je cède immédiatement la parole pour une introduction. Bonjour, je vous souhaite également la bienvenue. Nous allons traiter aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire du BIM en phase d'exploitation des bâtiments avec Archibus. Nous vous proposons l'agenda suivant. Notre vision des enjeux du BIM exploitation par rapport à ceux du BIM conception-construction, ainsi que la combinaison des technologies CAFM et BIM qui constituent la base du BIM exploitation. Ensuite, je passerai la main à Patrice qui vous fera une démonstration concrète de l'interaction d'Archibus, une solution CAFM avec une maquette BIM sous Autodesk Revit pour la gestion des surfaces et la maintenance des équipements. Enfin, je reprendrai la parole pour partager avec vous les points d'attention que nos équipes d'experts ont relevés dans le cadre de la transition vers la phase d'exploitation dans un projet de construction, ainsi que nos réflexions sur l'élaboration d'une stratégie d'évolution vers une gestion BIM pour un patrimoine existant. Très brièvement, pour commencer, une rapide présentation d'Aremis. Nous accompagnons sur le long terme les organisations dans le pilotage de la gestion de leurs bâtiments, de leur immobilier d'entreprise, de leurs espaces de travail et des services aux occupants. Nos activités se déclinent dans 4 domaines: le conseil, les technologies logicielles. Le cœur de notre activité sont les logiciels CAFM, mais aussi leur interaction avec les logiciels CAO, BIM ou encore les systèmes d'information géographique, les services et la formation. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les aspects technologiques liés au BIM d'exploitation. Nous avons une équipe d'une centaine de spécialistes, des informaticiens, des architectes, des ingénieurs, des facility managers, qui se répartissent entre nos bureaux de Bruxelles, Paris, Luxembourg, Lausanne et Zurich, et qui travaillent en étroite collaboration. Le patrimoine géré par nos 150 clients représente aujourd'hui plus de 45 millions de mètres carrés de surface de plancher. Grâce à notre réseau de partenaires, nous accompagnons de grands clients dans la gestion de leur patrimoine immobilier dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Pour conclure, quelques références parmi nos 150 clients, de nombreuses grandes institutions européennes, en France, les aéroports de Paris, la SNCF, Renault, Orange, en Suisse, l'Organisation mondiale de la santé, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'École hôtelière de Lausanne, Philippe Morris International, IATA, l'UBS pour la gestion et la refacturation en interne des surfaces pour l'ensemble de son patrimoine immobilier au niveau mondial, et le dernier en date en cours d'implémentation, l'État de Genève pour la gestion par l'Office des bâtiments de quelques 1800 bâtiments, ceci en interaction étroite avec le système d'information du territoire genevois. Revenons au thème de notre webcast. Le passage au BIM d'exploitation, c'est en fait un point de rencontre et de transition entre deux mondes. D'une part, le monde de la construction et d'autre part, le monde de l'entreprise au sein de laquelle va se dérouler la phase d'exploitation du bâtiment. Les enjeux sont très différents. Les enjeux du BIM conception-construction sont largement documentés aujourd'hui sur le net et c'est une phase qui arrive quand même aujourd'hui à une certaine maturité. Donc pour ne reprendre que l'essentiel, le focus est sur un seul projet, sur une durée limitée à quelques années. Il va s'agir d'assembler et de consolider de nombreuses informations générées par des logiciels et des solutions différentes. Le défi consiste vraiment à organiser la complexité et la collaboration dans un but clair, construire un bâtiment. Donc, je vous passerai ici la liste des cas d'usage typiques que vous pourrez consulter a posteriori, clash detection, coordination, communication, et ainsi de suite. Je vais plutôt développer le point de vue du BIM exploitation. Dans cette phase d'exploitation, le focus il est transversal sur l'ensemble d'un patrimoine.
L'information est utilisée pour organiser les processus de gestion FM de manière très pragmatique. Et en fait, seul un nombre limité d'acteurs accèdent directement aux informations de la maquette BIM. Donc, en fait, on a un focus sur des informations ciblées, mais sur l'ensemble du portfolio, plutôt que des informations détaillées sur un seul bâtiment. On va avoir une perspective sur l'information à long terme, puisque la durée de vie d'un bâtiment est de l'ordre de 30 ans. On va se poser à chaque fois la question au sujet de l'information, si elle va être utile à long terme et si on aura la capacité à la tenir à jour dans la durée. Et enfin, les informations et leur format doivent être harmonisés au niveau de l'ensemble du portefeuille immobilier. Alors, les cas d'usage typiques vont en fait correspondre aux différents processus de facility management. Ça va être la réalisation de l'inventaire des assets, la gestion de toute la documentation sur le patrimoine qui est nécessaire en termes de gestion FM et une documentation sur la notion de l'échelle de temps. Ça va être en particulier les contrats avec leurs échéances. Ça va bien sûr englober toute la gestion des locaux, des postes, des zones de travail affectées aux collaborateurs, la manière dont ils sont occupés, la manière dont on prévoit de les occuper ou l'occupation en temps réel. Ça va être un point très important comme la refacturation en interne aux différentes entités qui occupent les espaces. Un point aussi essentiel, c'est la gestion de la conformité réglementaire et toute la partie maintenance, gestion des installations techniques, ainsi que ce qui est service desk, donc tout le contact avec les utilisateurs. Car la finalité pour le Facility Manager, ça va être d'offrir les meilleurs services aux utilisateurs dans le cadre de leur environnement de travail. Dans la gestion de l'exploitation en lien direct avec des maquettes BIM, la cible technologique, c'est de constituer avec le système d'information CAFM Archibus et ses modules spécifiques de gestion immobilière un noyau central très solide qui interagit directement avec la ou les maquettes BIM. C'est autour de ce noyau central que l'on va gérer l'interaction avec le RP de l'entreprise, son système financier, la communication avec la solution GMAO, avec les prestataires de services FM, l'interaction avec des équipements spécifiques installés dans les bâtiments, des panneaux tactiles, des capteurs, de l'IoT, les échanges avec des solutions de business intelligence ou de data storytelling, et surtout la fourniture de services aux utilisateurs sous des formes très variées, que ce soit un portail de services, un service de ticketing ou des apps qui peuvent être très disruptives. L'objectif est toujours, dans ce métier des services généraux, d'offrir à l'utilisateur une expérience confortable de son environnement de travail. Mais je passe maintenant le relais à Patrice qui va vous démontrer concrètement l'interaction entre Archibus et Revit autour de la maquette BIM. Voilà, merci beaucoup Fabienne. Alors en effet, passons à une démonstration plutôt live de cette interaction entre Revit et Archibus. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'intégration entre ces deux applications est dite native. Ça veut dire que à l'intérieur de Revit, on va installer un plugin d'Archibus qui va nous permettre de faire la synchronisation des informations de façon bidirectionnelle. C'est-à-dire que depuis Revit, on va importer les données des locaux, des équipements, du mobilier à l'intérieur de la base de données Archibus. Et à contrario, depuis Archibus, on va pouvoir pousser des informations à l'intérieur de la maquette Revit. Les informations qui sont contenues d'Archibus peuvent, elles, provenir de sources très diverses. Fabienne mentionnait des relations avec un ERP, la gestion des employés, ou alors avec des sensors pour la localisation en temps réel ou des choses comme ceci. Donc Archibus agit vraiment comme une sorte de collecteur de données qu'il est capable de répliquer avec Revit. Et puis Revit, lui, envoie toutes les informations graphiques qu'il a récupérées ou qui ont été collectées au fur et à mesure de la phase de conception, construction du bâtiment pour qu'on ne perde rien du tout. Alors dans la pratique, comment ça se passe? On va ouvrir ici une application Revit.
Vous reconnaissez peut-être cette maquette qu'on a utilisée pour la démonstration d'aujourd'hui. C'est une maquette d'Autodesk qui la distribue librement pour vous montrer finalement qu'on n'a pas besoin d'une maquette particulière. N'importe quelle maquette s'intègre parfaitement à l'intérieur d'Archibus. Vous reconnaîtrez peut-être aussi ici un menu spécifique. Donc c'est ce fameux plugin qui s'installe au-dessus de Revit. Même chose lorsqu'on utilisait AutoCAD par le passé pour faire la synchronisation des plans en 2D avec Archibus. Et bien maintenant, on a de nouveau un menu spécifique. Vous retrouvez d'ailleurs, pour ceux qui le connaissent, les commandes d'édition des données, de publication, de catalogage, etc. Alors on va ouvrir un plan d'étage ici, et puis pour l'exemple, pour aider à la compréhension, on va déjà se baser sur la gestion des pièces, donc des locaux, afin d'illustrer un tout petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Je vais sélectionner ce local, et puis dans Revit, on va voir apparaître les propriétés, qui ont donc été collectionnées au fur et à mesure de la phase conception, construction. Je passe évidemment les détails parce que ce n'est pas le but de mon propos aujourd'hui, mais évidemment il faut mettre en place des processus pour cette collecte des données, pour le maintien des données. Moi je pars du principe que tout ceci est déjà organisé. Ce que je vous montre ici, c'est vraiment l'aspect technique. Comment est-ce que dans la pratique on fait l'interaction? Alors, ces propriétés pour ce local, elles ont été saisies par les différents intervenants. Donc on a un numéro, on a un certain nombre d'informations. Ces informations peuvent être des informations qui ont été saisies sur les standards de Revit. Par exemple, tout ce qui est finition, ici c'est des standards Revit avec des champs qui sont à remplir de manière native dans l'application. Et puis il y en a d'autres qui sont des paramètres, soit des paramètres de projet, soit des paramètres partagés entre différents projets. Archibus rajoute d'ailleurs ses propres paramètres partagés que sont les applications ou les informations standards telles que la catégorisation des pièces, la typologie des pièces selon SIA 416 et DIN 277. Et puis pour le petit exemple, j'ai rajouté ici un paramètre partagé, des informations concernant le nettoyage par exemple. Mais vous imaginez bien qu'on pourrait avoir des dizaines et des dizaines d'attributs, et l'idée évidemment c'est de ne pas perdre cette information lorsque l'on va passer en exploitation. Toutes les données ne seront pas forcément utiles, et c'est la raison pour laquelle on va pouvoir faire un choix. Dans le menu Archibus, on a un paramètre de cartographie, c'est-à-dire que entre le paramètre qui est à l'intérieur de Revit et le champ dans la base de données Archibus, on va choisir lesquels nous voulons récupérer, avec en plus une particularité de choisir qui est le maître de la donnée. Est-ce que c'est la base de données, donc ça veut dire Archibus, ou est-ce que c'est le modèle, sous-entendu Revit, qui est le maître de la donnée? Et si on le modifie d'un côté, est-ce que ça doit impacter l'autre côté, oui ou non, et dans quel ordre? Alors typiquement, j'ai choisi ici, pour ma part, au niveau de la finition de base, que c'était le modèle qui prenait la précédence. Donc si je fais une modification, et puis que je vais choisir, je sais pas, on va dire, mettons que c'est du béton, on va pouvoir saisir cette information. Je ne modifie pas ici les finitions parce que dans mon organisation, j'ai choisi que ces informations-là étaient édictées par Archibus, donc ça ne sert à rien de les modifier ici, elles seraient de toute façon systématiquement écrasées. Donc, une fois que cette modification est faite, je peux, soit à titre individuel, soit sur l'entier de la maquette, faire ce qu'on appelle un catalogage, c'est-à-dire que cette opération va reprendre toutes les propriétés qui sont dans tous les objets et directement les peupler. En ce qui me concerne, je vais prendre ici les pièces, et puis pour l'entier du modèle, donc tous les étages confondus, je vais pouvoir mettre à jour automatiquement la base de données. L'opération s'effectue en quelques secondes, et puis le cas échéant, on va me donner une information sur le résultat. Est-ce que j'ai eu des problèmes? Non, pas de problème, donc toutes les données ont été reportées à l'intérieur d'Archibus. Alors allons regarder justement dans Archibus comment est-ce que cela se traduit. Voici l'interface graphique d'Archibus. Pour celles et ceux qui ne l'avaient jamais vu, c'est une interface web, une interface qu'on dit riche, c'est-à-dire qu'elle intègre, vous le voyez ici, des graphiques, des cartes, on verra dans quelques instants des plans. L'idée, c'est vraiment d'avoir l'intégralité des informations de notre patrimoine sur cette interface. Depuis la version 23.2, qui est celle que je vous présente ici, nous avons en disposition ce qu'Archibus appelle un navigateur 3D. Celui-ci permet justement de
revoir notre maquette en 3D, justement. Elle est initialement plutôt orientée pour des facility managers. Donc vous voyez ici que le modèle est relativement simplifié. On voit les surfaces, on voit éventuellement le mobilier. J'ai la possibilité même de la simplifier encore un peu plus en mettant plus en transparence les différents locaux. Mais à contrario, j'ai également la possibilité d'afficher plus d'informations. C'est-à-dire, premièrement, d'afficher les étages ou tous les étages de ma maquette. Je peux aussi, grâce au menu qui se trouve ici, allumer ou éteindre les familles ou le groupe de familles que j'ai décidé de mettre en place. Alors pour ma part, je vais décider par exemple de mettre en place les étages, de voir les murs, éventuellement de voir les différentes cages d'escalier, et je vais même pouvoir rajouter au final l'enveloppe du bâtiment et même l'intégralité du site lui-même. Donc vous le voyez ici, on arrive vraiment à avoir l'intégralité de cette maquette en 3D si on doit la visionner comme ceci. Je n'ai pas fait l'exemple sur cette maquette de publier la partie CVS ou la partie piping. Par contre, si je vous montre un autre exemple d'une maquette qui intègre ces informations-là, on a parfaitement la possibilité, on va éteindre certaines données ici, et puis je vais vous montrer un exemple de la partie CVS, en anglais HVAC, où vous le voyez en effet, on a accès à l'intégralité de cette partie, toute la tuyauterie, tous les équipements qui vont se reporter aussi à cette partie HVAC. Je vais reprendre mon bâtiment exemple. Et puis on va regarder justement ces paramètres. Je vais reprendre ce local que l'on éditait tout à l'heure. Et puis je vais pouvoir accéder à la partie édition, interrogation. Et en effet, on va retrouver ici tous les paramètres qui ont été automatiquement transférés. On retrouve par exemple la finition de base qui est bel et bien du béton. Cette information a été synchronisée automatiquement dans la base de données. A contrario, si je viens à modifier un attribut ici, imaginons que la finition du mur, ça n'est pas du papier peint, je vais aller sélectionner dans la liste plutôt le fait que ce soit de la peinture, je sauvegarde, et si je repasse dans Revit, dans ce cas précis, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais dire à l'application va lire les champs de la base de données, une fois de plus, peut-être pour le modèle entier, moi je vais me limiter à cet étage, et si je retourne dans mon local, on va voir en effet que la finition du mur, c'est maintenant de la peinture, donc on voit bel et bien cet aspect bidirectionnel qui existe entre les applications. Vous voyez apparaître également des attributs qui sont purement des attributs au niveau Archibus, c'est-à-dire des informations qui ont été synchronisées par exemple avec la partie financière. On voit par exemple ici quel est le département et la division qui occupent ce local. On a également accès à une base gestionnaire avec des photos par exemple sur une photo réelle de ce local. Ces informations, non seulement elles sont stockées au format alphanumérique, mais on a également à disposition la possibilité de voir sous forme de surbrillance, de couleurs, un certain nombre d'informations. Ce qu'on appelait ou ce qu'on a dans AutoCAD comme étant des hachures, eh bien on le retrouve ici avec la mise en couleur des différentes informations. Alors on parlait tout à l'heure des catégories selon SIA 416, eh bien on peut faire cette colorisation sur l'entier du bâtiment pour voir par exemple les différentes surfaces à disposition et leur répartition, d'avoir également la répartition des différentes divisions, départements qui occupent ce local. On va voir par exemple ici que potentiellement la division ou le département qui est ici représenté en rouge est très éparpillé dans le bâtiment, donc il y a peut-être lieu de mieux organiser notre répartition à l'intérieur de ce bâtiment. Je profite d'ailleurs de faire une petite digression pour vous dire que cette information, lorsqu'elle est publiée via Revit, elle est disponible en 3D comme je viens de vous le montrer, mais elle est également disponible toujours en 2D. Tout simplement parce qu'on a encore toute une série de bâtiments que l'on ne va pas
transformer sous Revit, on ne va pas les mettre en 3D, on ne va pas les bimiser, si vous me permettez ce terme. Donc je dois pouvoir retrouver l'intégralité de mes bâtiments également en 2D pour toutes les personnes qui doivent intervenir de manière tout à fait traditionnelle et qu'elles aient une base commune d'utilisation de ces plans. Et ici, on retrouve donc évidemment ces surbrillances, donc la catégorisation des pièces avec le cas échéant la légende qui va s'afficher, les divisions, les départements, etc., etc. Puisqu'on parle des divisions et des départements, sachez également que l'on gère l'occupation, c'est-à-dire au niveau de la personne, soit individuelle, soit sous forme d'équipe. Donc ici, avec des codes d'occupation, vous le voyez en bleu, en vert, en rouge, en fonction du type d'occupation, si on est en dépassement de la capacité et autres. Et on va gérer également la partie déménagement ou affectation des surfaces, vraiment à la personne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si j'affiche ici le détail de ce local, on voit que cette pièce est en suroccupation, il y a 2 personnes, alors qu'ici on a un bureau a priori qui est libre. Je pourrais procéder à un déménagement ou à un changement de la personne, tout simplement de cette façon. Puis je vous parlais également de la notion d'équipe. C'est une notion assez récente dans Archibus, avec les nouvelles façons de travailler où finalement le collaborateur n'est plus forcément attribué à une place de travail ou à un bureau, mais plutôt à une zone. Eh bien, c'est quelque chose qu'Archibus est parfaitement capable de gérer également de son côté. Le but, c'est évidemment de pouvoir gérer l'intégralité de notre portefeuille immobilier. Vous le comprenez bien, on reprend de Revit toutes les données concernant un bâtiment, mais in fine, l'idée est d'avoir un tableau de bord global pour l'ensemble de mes propriétés, de mes bâtiments, et puis ce genre de tableau de bord est disponible dans Archibus, qui est vraiment finalement l'agrégation de l'ensemble des bâtiments. C'est pour ça que on préconise vraiment d'adjoindre dans une stratégie de gestion du facility management, pas simplement une visionneuse BIM. Le but n'est pas, on peut pas simplement faire du facility management sur un bâtiment uniquement avec une visionneuse, mais il faut vraiment avoir l'intégralité des processus. Et Archibus permet de faire ce genre de répartition, alors soit à travers ce genre de tableau de bord, soit alors de manière individuelle en ayant accès à des graphes. Voilà, par exemple celui qui va nous donner la répartition des surfaces selon SIA 416, avec la possibilité ici une fois de plus de faire un filtre. J'aimerais voir uniquement la surface de mon premier étage. Je vois ici par exemple qu'il n'est pas très performant parce qu'il a beaucoup de surface de dégagement. Et ce genre d'informations donc sont accessibles à l'intérieur de l'application. Des rapports qui vont du plus simple, tel que je viens de vous le montrer ici, à des choses relativement complexes, par exemple la facturation des surfaces en fonction de la surface occupée par les divisions départements, en fonction du coût au mètre carré, des coûts spécifiques de certaines entités. On a la possibilité d'accéder, vous le voyez ici, à un décompte de surface avec des montants chiffrés pour la facturation interne des différentes surfaces. On a quelques rapports aussi qui sont très intéressants en termes de ce que je vais appeler des quick wins, c'est-à-dire par exemple croiser des données dynamiques en fonction, dans cet exemple, du standard de local. Est-ce qu'on est plutôt sur un local standard ou c'est plutôt une zone VIP? Et quelle est la finition de sol? Est-ce que c'est du brut, du marbre, etc. Pour faire des appels d'offres, par exemple, je vais savoir que j'ai 4100 mètres de moquette en zone standard et puis j'ai 450 mètres en zone VIP qui vont peut-être appeler des techniques ou des fréquences de nettoyage différentes. Et à chaque fois qu'on a ce genre de tableau, on peut toujours creuser à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en cliquant sur la cellule, on va voir le détail des différents locaux à disposition. Donc voilà pour cette partie gestion des surfaces, où vous avez compris donc le point d'entrée de Revit qui pousse les informations et potentiellement Archibus qui, à l'inverse, repousse les informations à l'intérieur de Revit. Mais revenons justement dans Revit et intéressons-nous quelques instants à un autre aspect, c'est celui de la partie des équipements. Je trouve pour ma part que c'est la partie qui est la plus intéressante finalement, parce que un local, une pièce, elle a quelques attributs.
Ils peuvent être relativement nombreux, mais par contre, on est à peu près certain qu'un équipement, comme dans cet exemple une chaudière, elle va avoir de très nombreuses informations. Soit à titre individuel, soit alors, et c'est souvent le cas, au niveau du type ou de la famille de cet équipement. Ici, cette chaudière, elle a été reprise directement depuis le fournisseur de la chaudière qui a mis à disposition le modèle Revit, et puis on va récupérer automatiquement toutes les informations. Alors vous voyez ici un certain nombre de cotes, les données d'identification, des analyses énergétiques, etc., etc. Ce sont des dizaines et des dizaines de paramètres. Bien sûr, on ne va pas tous les utiliser dans Archibus parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces données pour mettre en place notre gamme de maintenance, par exemple. Par contre, on a un certain nombre de données qui seront très utiles de récupérer. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on récupère non seulement les propriétés de l'objet individuel, mais également toutes les propriétés du type qui vont pouvoir être envoyées directement dans Archibus également. Et là, le principe est le même, c'est-à-dire que si je repars à l'intérieur de ma maquette, j'affiche mon navigateur 3D. Voilà, et si j'affiche cette chaudière qui est ici, on va zoomer un tout petit peu dessus. Voilà, cette chaudière donc qui est également placée. Vous voyez que j'ai d'autres équipements qui sont également ici présents sur le modèle. Mais là aussi, je peux voir le détail de cet équipement de manière précise. Je retrouve les informations. Vous imaginez bien que, en tant qu'informaticien fainéant comme je suis, c'est pas moi qui ai eu l'envie de retaper toutes ces données. Elles ont été héritées directement du modèle Revit. Par contre, en exploitation, évidemment, on va compléter ce modèle. On va lier les contrats, on va lier les codes de garantie, par exemple. On va mettre un certain nombre de documents. Vous voyez ici un exemple de documents qui auraient été liés, des documents PDF, de fonctionnement, de procédures de mise en fonctionnement standard, etc., des URL sur la page du fabricant, etc., etc. Et puis ce qui est intéressant, évidemment, c'est que si j'ai une panne sur ce genre d'équipement, et bien directement depuis ici, je peux créer une demande d'intervention. Comme le système me connaît, il sait que c'est moi qui suis logué dans le système, il va avoir toutes mes informations, la localisation du problème. Le code d'équipement étant directement sélectionné ici, nous allons avoir accès aux données concernant le fournisseur, de la garantie, éventuellement des informations concernant le contrat de maintenance sur lequel on va saisir cet équipement. Il ne me reste plus qu'à indiquer le type de problème. Imaginons une fuite sur l'équipement. Je passe évidemment les détails, hein, c'est juste un exemple ici, mais on a un puissant moteur de workflow derrière qui nous permet de router cette demande au sein d'une équipe interne, externe, avec des processus d'acceptation, de valorisation, etc., etc. Dans mon cas, je fais vraiment simple, je vais simplement soumettre cette demande, le système va effectuer un certain nombre de contrôles, et puis va attribuer un ticket à ceci. Puis juste pour vous montrer, je fais une petite digression aussi sur la partie mobile de l'application, puisque Archibus est également disponible sur l'application mobile. Vous avez la possibilité, donc le technicien a la possibilité de recevoir directement cette demande d'intervention sur son appareil mobile. On va faire ici un petit download, mettre à jour les données, ce qui permet par exemple de travailler également offline. Une fois que les données sont sur l'application, on a la possibilité de les retrouver directement ici. Alors on va regarder, voilà, notre fuite. On voit qu'il y en a eu plusieurs. Le technicien va donc maintenant pouvoir travailler sur cette fuite. Il va pouvoir mettre à jour un certain nombre de choses. Une des choses très importantes, évidemment, pour lui, ça va être de pouvoir localiser sur le plan où se passe l'incident. Donc on le voit ici, le plan s'est affiché. Et puis il peut intervenir rapidement sur cet équipement, mettre à jour les différentes informations, qui est intervenu, pendant combien de temps, est-ce qu'il y a eu des coûts spéciaux à mettre à disposition, etc., etc.
Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler. Là, on est clairement dans un processus FM. On se base bien sûr sur toute la richesse de la donnée qui était contenue dans la maquette pour pouvoir ensuite travailler à l'intérieur d'Archibus. Et l'idée, une fois de plus, c'est d'avoir une remontée ou une mise en commun des données et de retrouver des informations telles que l'historique de maintenance. Je vais pouvoir rechercher cet appareil, voilà, cette chaudière, et puis revoir toutes les informations concernant cette chaudière par rapport à son cycle de vie, par rapport au coût d'achat, coût de remplacement, voir également l'historique de toute la maintenance, toutes les interventions. On voit a priori qu'il y a souvent des fuites sur cet équipement et ça peut nous aider à la prise de décision. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas plutôt remplacer cet équipement plutôt que continuer à le maintenir, par exemple. Voilà, je vais terminer juste par une petite fonction qui est assez intéressante à l'intérieur du plugin Archibus pour Revit. Comme je vous l'ai dit, on travaille en principe dans le sens graphique en partant de Revit pour pousser les informations dans Archibus, mais le contraire est également possible, dans le sens où vous pourriez très bien, lors de la mise en exploitation, compléter le modèle, mais sans le faire via l'interface graphique, mais en ajoutant des inventaires. Typiquement, on pourrait citer l'inventaire des extincteurs. Lorsque vous êtes parti en exploitation, vous mettez à jour via un fichier Excel que vous importez dans Archibus ces informations. Et il est vrai qu'on peut se poser la question, est-il vraiment nécessaire de placer les extincteurs sur notre plan ou pas? Si on a décidé que c'était nécessaire, eh bien on peut accéder à une fonction qui s'appelle une fonction de peuplage et qui nous permet, en sélectionnant un local, d'accéder ici à ce peuplage en disant bien à l'intérieur de cette pièce, je veux mettre le ou les équipements qui manqueraient par rapport à ma base de données. Et puis en faisant tout simplement OK, eh bien il va nous placer en effet cet extincteur que j'avais au préalable importé dans ma base de données. Puis cet extincteur, vous le voyez, donc il reprend son numéro, il a également déjà toute sa typologie par rapport à sa famille. Donc on a pu peupler ici très rapidement un extincteur dans un local. Vous imaginez bien qu'on aurait pu faire l'exercice quasi instantanément sur l'ensemble de ce plan d'étage, voire même l'ensemble du bâtiment. Donc ce qui nous permet de mettre à jour vraiment très rapidement ces informations. On doit juste ensuite les replacer au bon endroit. Voilà, j'en termine avec ceci de ma présentation et je repasse la parole à Fabienne pour la suite des opérations. Les réflexions que je vais maintenant partager avec vous sont la synthèse de la veille et des retours d'expérience de nos experts dans les différents projets qu'ils mènent avec nos clients et les différents acteurs du monde de la construction et de l'exploitation. Il doit être bien clair que nous ne nous positionnons pas comme des prescripteurs dans le domaine du BIM. Notre cœur de métier n'est pas d'être des BIM managers ou des BIM coordinateurs. Pour autant, nous adhérons pleinement à la dynamique collaborative du BIM en partageant notre expérience concrète des enjeux de l'exploitation BIM d'un patrimoine immobilier. Donc le premier cas de figure que nous allons analyser maintenant, c'est la gestion de la transition dans le cadre d'un projet de construction réalisé en BIM. Comment gérer un scénario de transition entre BIM conception-construction et BIM exploitation? Nous avons représenté ici par des flèches sur fond bleu les différentes phases. Sur la gauche, BIM conception-construction, sur la droite, phase de BIM exploitation. Dans la réalité, la phase BIM exploitation sera bien sûr beaucoup plus longue. Au centre se situe ce point de transition, ce point de rupture, qui se matérialise par à l'aboutissement de la phase conception-construction, par la livraison du jumeau numérique du bâtiment construit, ce qu'on appelle la maquette as-built, le bâtiment tel que construit. Donc, ce que nous préconisons, c'est bien sûr d'archiver cette maquette BIM as-built. Elle constitue la référence ultime en termes de documentation de l'objet construit, de responsabilité juridique et contractuelle.
Donc, la phase de mise en exploitation va constituer à effectuer le transfert, la synchronisation des données de cette maquette as-built vers l'environnement informatique de l'entreprise. Les modèles BIM vont être intégrés dans l'écosystème informatique existant de l'entreprise en mode synchrone. Donc, ces modèles BIM, ils vont être intégrés dans le logiciel CAFM, ils vont communiquer avec la GMAO. Chaque cas de figure est, je dirais, spécifique. Dans l'exemple que Patrice vient de nous présenter, ces maquettes BIM, elles évolueront et seront mises à jour pendant la phase d'exploitation par les Facility Managers avec la solution CAFM Archibus et Revit lorsqu'il s'agira d'apporter des modifications sur la maquette. Ce qu'il est très important de préciser ici, c'est que pour réussir cette transition, il faut absolument définir bien en amont de cette transition certains prérequis juridiques et techniques au niveau de la charte BIM et des contrats que mettra en place le maître de l'ouvrage avant le lancement du projet. Donc, de la même manière, les contrôles qualité et de complétude sur les données BIM devront être menés avec la plus grande attention lors des phases de réception. C'est ce BIM Manager conception-construction qui devra aussi organiser en amont la livraison des données numériques nécessaires à l'exploitation. Je reprends ici sous forme de liste les points importants à nos yeux pour la réussite d'une transition vers la phase BIM exploitation dans un projet de construction donc réalisé en BIM. Il faut donc en amont du projet définir des clauses contractuelles spécifiques relatives à la cession des droits d'exploitation de la donnée BIM, des droits d'exploitation, des droits de modifier la maquette. Il y aura également tout un aspect directive numérique, c'est-à-dire il faudra fixer les formats sources selon les catégories et les familles d'objets dans la maquette BIM. Définir d'une part les minima absolus en termes d'informations contenues dans la maquette BIM. Il faudra à minima un inventaire structuré des surfaces et des locaux, de certains objets ou équipements. Il faudra fixer les principes de codification et de classification métier, par exemple pour les installations techniques ou pour les surfaces. Et puis, de la même manière, il faudra définir les nice to have en termes d'informations contenues dans la maquette. Le motto sera ici toujours le même, n'exiger que l'information dont on sait qu'on sera capable de la tenir à jour à long terme. Et puis, il faudra définir également comment et sous quelle forme les informations annexes à la maquette, donc les informations qui ne sont pas contenues dans la maquette, devront être fournies et selon quel format. Les types d'informations qui pourraient être fournies, ce serait par exemple les gammes de maintenance ou des informations de ce type. Et enfin, définir comment les livraisons seront organisées, les modes de transmission, les rôles et les responsabilités, les principes de validation. On retrouve là des méthodologies qui sont déjà pratiquées dans les phases de conception, construction des projets BIM. Enfin, il y aura un point très important, c'est la mise en œuvre des environnements, des outils et des méthodes d'exploitation. Donc, il faudra mettre en place un environnement de stockage de la maquette, définir les outils de mise à jour et de visualisation, développer un manuel d'exploitation, faire une analyse de la maturité BIM auprès des acteurs qui seront en charge de l'exploitation. Et un dernier point, le commissioning des données, la réception des données. Il faudra opérer les transferts d'informations vers l'environnement d'exploitation au cours des phases de réception du bâtiment pour détecter suffisamment tôt des incohérences ou des difficultés éventuelles et pouvoir y remédier. Vous trouvez sur cette nouvelle slide relativement les mêmes informations, mais présentées peut-être sous une autre forme. Nous avons essayé de regrouper aussi ce qui nous semble vraiment le plus important en BIM d'exploitation d'entreprise. Donc, d'une part, l'harmonie technique. Nous recommandons de choisir une seule technologie et une seule version des logiciels pour l'ensemble de l'entreprise et pour l'ensemble des maquettes qui seront gérées dans le cadre de l'exploitation.
De la même manière, essayer d'organiser de manière uniforme l'organisation interne des maquettes, choisir un format normalisé pour certaines données spécifiques pour l'ensemble du portefeuille, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. En ce qui concerne le reste qui est du nice to have, vraiment les étudier à chaque fois en fonction de l'organisation spécifique de l'exploitation au sein de l'entreprise, et ne pas négliger bien sûr l'interfaçage avec les données organisationnelles et financières qui sont vraiment une des bases pour pouvoir faire un facility management efficient. Deuxième point, la capacité de modifier la donnée BIM. Donc, on a d'une part cette notion de cession de certains droits juridiques sur les données, autant sur la maquette que sur les informations qui pourraient être fournies dans des formats annexes, et puis avoir la capacité d'édition technique de la maquette, donc bien veiller à recevoir les fichiers sources. Le dernier point a trait à l'organisation des équipes de gestion FM. Il faudra bien veiller à avoir une centralisation de la gestion au sein d'un bureau de dessin. Alors, est-ce qu'il s'agira d'un bureau interne, d'un bureau externe ou d'un appel à des prestataires de manière ponctuelle? Tout ceci est à définir. Ça va dépendre, comme je l'ai énoncé précédemment, de la maturité BIM au sein de l'équipe d'exploitation. Stockage unifié des maquettes et bien sûr un point essentiel, une définition claire des accès et des droits, tant au niveau du système CAFM que du logiciel de mise à jour ou de modification de la maquette BIM. Un dernier point pour terminer. Quelle pourrait être une stratégie pour évoluer vers une gestion BIM pour un patrimoine existant? Si vous vous posez la question de la BIMisation éventuelle de votre patrimoine immobilier, il faudra d'abord poser les bases d'une stratégie. Cette stratégie devrait être globale, elle devrait être pluriannuelle et évolutive. En effet, aujourd'hui, nous assistons à une évolution avec une rapidité exponentielle des technologies de relevé BIM, de patrimoine immobilier. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, les coûts qui sont annoncés aujourd'hui ne sont absolument plus les mêmes dans 1 an, dans 2 ans. Donc, il convient de faire une veille importante à ce sujet. Dans tous les cas, votre stratégie, elle devra intégrer de nombreux critères, entre autres. Il s'agira quand même d'évaluer l'intérêt de BIMiser chaque bâtiment de votre patrimoine. Quel pourrait être le retour sur investissement par rapport à une telle opération? Cela pourrait être fait en définissant les cas d'usage. Quels sont les objectifs poursuivis en BIMisant ce patrimoine immobilier? Quelle est la maturité BIM au sein de votre entreprise? Aurez-vous la capacité de continuer à exploiter vos bâtiments en tirant parti de ces nouvelles technologies? Définir également la cible BIM, quels sont les niveaux de détail et pour chacune des catégories d'objets que vous gérez, jusqu'à quel niveau d'information souhaiterez-vous aller. Ceci est éminemment variable si vous gérez votre patrimoine en interne ou en externe. Et puis, il conviendra de mettre en place un plan d'investissement pluriannuel. Donc, cette stratégie, elle est vraiment multicritère. Il conviendra donc de définir donc les bâtiments prioritaires, de définir des niveaux de détail, de définir des budgets. Et dans tous les cas, nous recommandons de commencer avec un bâtiment pilote pour vraiment contrôler dans les faits le retour sur investissement et l'intérêt d'une telle démarche. Enfin, pour terminer, quelques considérations sur le retour sur investissement. Il faut être franc, il n'existe à ce jour que peu de retours d'expérience de long terme et analysés avec un recul suffisant et indépendant par rapport à une exploitation BIM de bâtiments et encore plus de l'ensemble d'un patrimoine immobilier. Pour conclure, il y a quand même certains points que l'on peut retenir. Pour les entreprises, le BIM est une évolution naturelle
est inévitable. Elles doivent donc s'y préparer sereinement si elles ne démarrent pas le BIM aujourd'hui. Du moins doivent-elles s'y préparer. La nécessité de réaliser de grands investissements dans la modélisation d'un patrimoine existant est à ce jour à discuter en fonction des contextes et en fonction des cas d'usage qui devront être couverts via ce passage en BIM exploitation. Et puis, par contre, ne pas réaliser un projet de rénovation de construction en BIM, c'est équivalent à rater une magnifique opportunité de recevoir, à l'issue de la construction du bâtiment, une documentation d'une très grande qualité qui sera très précieuse pour la gestion ultérieure de ce bâtiment. Voilà, j'en ai terminé. Je passe la parole à Patrice pour les derniers mots de conclusion et le traitement des éventuelles questions. Je vous remercie, au revoir. Merci beaucoup Fabienne, et merci également à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Je vous propose, si vous avez des questions à nous poser ou si vous désirez plus d'informations ou une visite de notre part directement pour vous présenter plus en détail ces aspects au niveau du BIM d'exploitation, de nous contacter à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Je vous souhaite une excellente fin de journée.